et la projection de ce film magnifique. Vous rencontrerez également, à ce moment-là, des officiers qui vont témoigner de ce que Benoît de Saint-Marc leur a inspiré. Voilà, chers amis, maintenant je vous demande d'accueillir Maître Thibaut de Montbrial, qui me rejoint. Et dont je ne doute pas qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Ils ont oublié le micro. Oui, maintenant, ils ont oublié. Je prends celui-là. Non, attends. Un micro. C'est bon? Qu'est-ce qu'une nation? Une nation, c'est un peuple, des frontières, un territoire, et un peuple qui se reconnaît à la fois des racines communes, une histoire commune, et qui se projette dans un futur collectif. Qu'est-ce que la sécurité? La sécurité, c'est un besoin primaire de l'être humain, dit le psychologue Maslow dans sa fameuse pyramide des besoins de l'être humain. Le premier niveau de la pyramide, ce sont les besoins physiologiques, respirer, manger, dormir. Mais aussitôt après, le premier besoin, qui est préalable à tous les autres, qui est le socle de tous les autres, c'est le besoin d'être en sécurité. Donc, dans le cadre d'une organisation politique moderne qu'on appelle l'état de droit, le premier devoir d'un gouvernement, c'est de protéger son peuple, c'est d'assurer la sécurité. Et ça s'organise de la façon suivante. Le peuple, c'est-à-dire vous et moi, nous faisons quelque chose que nous faisons régulièrement et de plus en plus souvent, c'est que nous payons des impôts. Et l'État, avec le gouvernement qui organise, paye la police, la justice et l'armée pour nous protéger. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mesdames et messieurs, dans la France d'aujourd'hui? À peu près tout. La base de nos dysfonctionnements, la mère de toutes les batailles, puisqu'il va falloir reconstruire tout ça, ce sont les failles majeures sur les questions de sécurité. Et c'est également le fait, parce que tout est lié, que nous ne constituons plus réellement un peuple au sens où je le définissais il y a 2 minutes. Alors le constat, très sincèrement, est-ce que vous avez vraiment besoin de moi pour le faire? C'est une triple catastrophe, une catastrophe sécuritaire, une catastrophe judiciaire et sans doute celle qui est la plus grave des trois, une catastrophe migratoire. La catastrophe sécuritaire d'abord. N'en déplaise à Éric Dupond-Moretti, qui est tristement français, pour rebondir sur ce que vient de dire Driss, il n'y a pas de sentiment d'insécurité en France. Il y a une réalité absolument terrifiante, qui est que si vous prenez quasiment tous les indicateurs officiels, c'est-à-dire chiffres du ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, chiffres de l'Union européenne, chiffres de l'OCDE, et non pas des fantasmes d'extrême droite, comme on entend un peu partout chez tous les gens qui ne sont pas LFistes, chez tous les gens qui sont LFistes plus exactement, eh bien, nous avons une décadence, une dégénérescence extrêmement inquiétante, avec des chiffres tels que, je n'en donne que 2 ou 3, une agression physique toutes les 3 minutes, 10 000 policiers et gendarmes blessés par an, entre 40 et 120 selon la façon de compter, vous allez me dire il y a un grand écart, mais selon que ce sont des coups portés ou des menaces, attaques avec une arme blanche, et 14 meurtres et tentatives de meurtre par jour, ce qui est sans doute l'indicateur le plus inquiétant parce qu'il a doublé en 10 ans et parce qu'il démontre une chose, c'est qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens qui ont un différend avec autrui, eh bien, l'hypothèse de la violence, y compris le meurtre, est une hypothèse qui n'est plus du tout tabou. Cette explosion de la violence, elle résulte évidemment de la faiblesse de l'État. Vous pouvez considérer que l'État et son autorité, c'est comme un liquide qui prendrait de la place dans un verre
Et si vous enlevez une partie de ce liquide, le verre, il est toujours un contenant et il est prêt à accueillir d'autres liquides. Ce sont d'autres organisations para-étatiques qui, aujourd'hui, sont en train de peser sur la République française et sur son existence même, parce que c'est ça qui est en jeu. Le premier, c'est l'islamisme, je vais vous en dire un mot en parlant de l'immigration, et le deuxième, c'est le narcotrafic, c'est-à-dire plus généralement la grande criminalité organisée, autrement dit les mafias, qui sont des organismes internationaux qui ne sont pas freinés par les lois, contrairement aux États, et qui disposent aujourd'hui de moyens financiers, de moyens matériels qui sont de niveau comparable au niveau étatique. J'étais dans le cadre d'une visite de mon centre de réflexion sur la sécurité intérieure en Martinique au mois d'avril, et les dirigeants sécuritaires sur place m'expliquaient qu'ils avaient récemment récupéré un sous-marin utilisé par les trafiquants pour traverser les Antilles et aller abonder un bateau qui les attendait en haute mer, et que ce sous-marin, qui coûtait plus d'1 million d'euros, c'était un petit sous-marin, avait été utilisé par les trafiquants comme du consommable. C'est-à-dire un sous-marin à 1 million d'euros construit pour une traversée et ensuite laissé sur une plage. 1 million d'euros jetés comme ça pour une opération. Et la personne qui m'expliquait ça, il m'a dit, alors que nous, dès qu'on veut faire prendre la mer à un des 4 bateaux qu'on a dans la zone, eh bien, on est obligé de faire des projections et on doit justifier à 1 000 euros près du budget qu'on va employer sur l'opération. Vous voyez bien la différence entre les deux. Pourtant, nous sommes un État et les narcotrafiquants ne le sont pas. Les narcos, aujourd'hui, et c'est sans doute la chose la plus grave qui est en train d'arriver à notre pays, parce que c'est la conséquence de cet abandon d'autorité et de déliquescence de l'appareil d'État, sont une force de corruption absolument sidérante. Ça fait 1 an ou 2 qu'on annonce à haute voix que nous allons avoir des fonctionnaires de plus en plus corrompus, notamment dans le monde de la justice. Et vous avez des cas qui, aujourd'hui, sont rapportés par la presse, si vous regardez de près, toutes les semaines, avec des greffiers qui sont de plus en plus corrompus, et maintenant même de fortes suspicions qui pèsent sur certains magistrats. Le corollaire de la corruption, c'est la violence. Et aujourd'hui, les voyous non seulement se tuent entre eux, ce qui a une fonction régulatrice qui n'est pas forcément la plus grave, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'ils tuent d'abord dans la rue. Il y a des choses très graves qui se passent parce que les tirs à l'arme de guerre font qu'il y a régulièrement des victimes collatérales, comme c'est arrivé à Nîmes, par exemple, l'année dernière. Mais également, ils n'hésitent plus, on l'a vu dans la fameuse affaire du péage d'Incarville au mois de mai 2024, vous vous souvenez, l'évasion de Mohamed Amra, eh bien, ils n'hésitent plus à tuer froidement des fonctionnaires de l'administration française, même quand ça n'est pas nécessaire, puisque quand on analyse ce qui s'est passé ce jour-là, le simple fait d'avoir braqué, donc d'avoir menacé les fonctionnaires, aurait suffi pour permettre l'évasion du voyou, puisque en fait, les fonctionnaires ont été surpris. Donc c'était un tir. Les tirs qui ont tué 2 fonctionnaires et blessé 3 sont des tirs pour le plaisir, pour le fun, par inconséquence, par absence totale de crainte de la réponse de l'État, de la part de gens qui ne travaillent pas dans une optique politique. Le terroriste s'en prend aux fonctionnaires de l'État parce qu'il veut terroriser l'État pour des raisons politiques. Mais le voyou, non. Et donc aujourd'hui, j'évoque moi depuis quelques années la sud-américanisation de la France, et la partie la plus visible de la sud-américanisation, c'est le combo, la combinaison entre cette hyper-violence désinhibée et lourdement armée et la corruption qui gangrène de plus en plus notre société et qui est en train de devenir, je vous l'annonce, un problème absolument majeur. La justice, on a une justice qui ne fonctionne plus. On a une justice qui ne fonctionne plus pour plusieurs raisons. Moi, je fais partie des gens, ça va peut-être vous surprendre, qui n'emploient pas le mot de laxisme parce que c'est plus compliqué que ça. Vous avez d'une part une fraction de la justice qui travaille dans une logique purement idéologique. C'est à peu près 30% des magistrats qui sont des gens d'extrême gauche qui votent pour le syndicat de la magistrature, lequel prend des positions contre les politiques gouvernementales, notamment sécuritaires, qui sont constitutionnellement interdites de la part d'un syndicat de fonctionnaires et qui posent question même sur l'avenir que le syndicat de la magistrature devrait avoir dans une société
à peu près structurée et qui régule en accord avec ces grands principes. Donc vous avez ces 30% de gens très, très à gauche. Mais le reste des magistrats, ce sont des gens qui sont globalement intellectuellement honnêtes et qui, d'une part, travaillent dans une logique qui est une logique qui n'a pas évolué depuis 30 ou 40 ans, alors que la société, sa composition et sa violence ont, elles, beaucoup progressé, et d'autre part, avec un cadre matériel et juridique, c'est-à-dire les lois et les lois de procédure, qui sont plus du tout adaptées. Sur le premier point, mieux qu'un long discours, le rappel de ce que la justice française au pénal fonctionne sous le principe de la bienveillance. Et on ne peut pas le reprocher dans l'absolu. La bienveillance est une vertu formidable, à condition, bien sûr, d'être maîtrisée. Ce que nous considérons comme la bienveillance, je dis nous, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé, fait du droit, réfléchi à la meilleure façon de combiner la sanction et la réinsertion, c'est de dire, quelqu'un qui commet une erreur une première fois, on va lui tendre la main, on va dire il ne faut pas recommencer, et on ne va pas l'exploser pour lui montrer que le système également lui laisse sa chance. Le problème, c'est qu'en France, on le fait 27 fois. Et surtout, que d'abord, il faut être bien naïf pour penser que lorsqu'un jeune délinquant se fait choper, c'est la première fois qu'il commettait un délit. Bien sûr, si le casier est vierge, le jeu devant le tribunal, c'est de dire pour un avocat avec des trémolos dans la voix, mon client a fait une erreur, il n'a jamais été condamné, c'est la première fois. Mais il faut vraiment être un naïf absolu pour penser que le gars s'est fait gauler la première fois qu'il commettait un délit, ou alors il faut vite qu'il se dépêche d'aller jouer au loto. Premièrement. Mais surtout, la rencontre entre le primo-délinquant, c'est-à-dire celui qui commet un délit, en tout cas qui comparaît pour la première fois devant un tribunal, et la justice, c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est la première fois que celui qui a fait le choix volontaire de transgresser la loi, donc celui qui assume la transgression, est confronté aux conséquences de ses actes. Ça fait des mois, parfois des années, que certains dans son entourage lui disent « ne fais pas le con, va à l'école, deviens avocat, médecin, fonctionnaire, etc. » Bref, aie une vie normale, plutôt que de céder à la facilité de la délinquance. Et lui, il cède à la facilité de la délinquance. On lui a dit aussi, attention, parce qu'en plus, c'est con, si tu te fais prendre, tu vas aller en prison et ça va te gêner pour la suite. Et donc, quand il se fait prendre, il a beau faire un peu le fier, il attend de voir comment ça va réagir. Et là, il y a un moment test absolument crucial. C'est la rencontre entre le délinquant et celui qui est chargé de lui dire qu'il a franchi la ligne. Or, le discours qui consiste à lui dire « bon, ok, c'est bon pour une fois, mais ne recommence pas », etc., etc. Comment est-ce que le délinquant, qui lui n'a pas fait de doctorat en droit, va le comprendre ? On lui explique un truc qui n'est pas très clair au tribunal en disant qu'il est condamné. Donc ça, il se dit « aïe, 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 je suis condamné ». T'es condamné à quoi ? À sursis, donc attention, ne recommencez pas et rentrez chez vous. Le gars, il n'a pas très bien tout compris. Il sort, il a ses copains qui lui disent bon alors, t'as eu quoi ? Et il dit j'ai rien eu. Bien sûr que c'est ça la réalité. C'est du bon sens. Et donc, c'est pour ça que j'insiste, c'est que c'est gravissime. Parce que du coup, c'est comme un petit enfant. Vous avez tous eu dans votre entourage, que ce soit vos enfants ou les enfants de votre famille ou vos amis, vous savez ce que c'est un petit homme. Un petit homme, garçon ou fille, vers 2 ans, 2 ans et demi, ça teste la règle. Et souvent, ils le font en vous regardant droit dans les yeux. On dit, fais pas ça, il le fait et il vous regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce qui est en jeu ? L'autorité. La sanction, qui n'a pas besoin d'être excessive, mais juste la sanction. Et il faut que dans la tête de l'enfant, et c'est d'ailleurs comme ça qu'un enfant se structure et devient adulte, eh bien, il y a une association de l'interdit à la sanction. Et ensuite, l'évolution de l'homme, c'est l'apprentissage de la frustration. C'est-à-dire que quand on grandit, on apprend à s'empêcher de faire tout ce dont on a envie. C'est le principe de la vie en société. Eh bien, l'enjeu judiciaire raté, en ce moment, il y en a plein. Je peux vous faire une demi-heure sur le sujet et je ne vais pas le faire. Mais l'enjeu judiciaire raté principal, pour moi, il est sur la primo-délinquance. Ensuite, il y a un autre sujet pour ce qui concerne la justice. Bien sûr, pas assez de moyens. Bien sûr, des réformes de procédures qui doivent être faites. Il y a des choses
aberrantes, mais qui sont un peu techniques et dont je vous fais grâce. En tout cas, il y aurait du travail pour une majorité un peu volontaire et unie sur le sujet. Il y a un autre grand point sur la justice, c'est le poids délirant pris par les juges constitutionnels et les juges de contrôle, qui sont le Conseil d'État et la Cour de cassation, et l'inféodalité à la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que c'est délirant ? Parce que l'existence de toutes ces instances n'est pas choquante en soi, elle ne l'est même pas du tout. C'est tout à fait normal qu'il y ait des structures qui contrôlent le fonctionnement, notamment, mais pas que, du gouvernement, de la justice, etc. Mais, l'enjeu majeur, c'est quelle est la logique, quel est le cadre à la fois juridique, mais surtout intellectuel, qui gouverne la façon dont ces arbitrages et ces décisions sont prises. Et si vous rentrez dans ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire toutes les décisions qui sont rendues par ces juridictions depuis 30 ou 40 ans ou 50 ans, vous observerez un point commun, c'est qu'il y a une dérive absolue entre l'orthodoxie initiale qui était prévue, c'est-à-dire le rôle, le Conseil constitutionnel, son rôle, c'est de vérifier que le gouvernement ne fait pas n'importe quoi et que le Parlement ne vote pas des textes qui sont en dehors de la Constitution. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui n'ont jamais été élus, qui considèrent pour des raisons idéologiques hyper minoritaires dans le pays qu'il faut associer à la Constitution tout un tas de textes qui n'ont rien à y faire, du coup, dès que vous avez une décision qui est parfaitement conforme, un, à la souveraineté populaire, qu'il ne faut quand même pas oublier, et deux, au texte originel qui structure l'organisation juridique française, ça doit passer. Sauf qu'aujourd'hui, non. Donc vous avez, quand on parle parfois un peu rapidement de gouvernement des juges, ça veut dire que vous avez des gens qui aujourd'hui exercent un contrôle qui est légitime d'une façon qui est devenue totalement illégitime. Et si je devais donner un conseil aux gens du Conseil constitutionnel, bon, ils ne l'écouteraient pas, mais je vous le glisse quand même à l'oreille, c'est puisqu'il s'agit d'appliquer la Constitution à la lettre, se souvenir que l'article 3 de la Constitution française dit textuellement que la souveraineté populaire est exercée, que la souveraineté nationale est exercée par le peuple, et nulle part il n'est question du Conseil constitutionnel. Le troisième point, c'est évidemment l'immigration. Alors l'immigration, mesdames et messieurs, je pense que c'est la reine de toutes les batailles et je pense qu'il faut travailler sur cette question en sortant de toutes les passions. L'immigration n'est ni plus ni moins qu'une question majeure de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Et elle doit être traitée comme telle. L'immigration, ce n'est pas bien ou mal. L'immigration, ce n'est pas une chance ou pas une chance. Moi, j'en sais rien. Commencer à poser le problème en ces termes, c'est partir sur une piste qui empêche tout débat, parce que vous allez rentrer dans le champ du passionnel, avec les uns qui vont s'exciter, les autres qui vont se désoler, et personne ne se parlera. Ce qu'il faut, si vous permettez, c'est faire les choses de façon un petit peu plus fine. Et c'est de dire la chose suivante. À partir du moment où c'est une question de souveraineté, il faut faire des bilans et se jeter dans de la perspective. Quel est aujourd'hui le bilan actuel de l'immigration ? Il y a 3 enjeux. Le premier, c'est un enjeu sécuritaire. Est-ce que l'immigration est neutre, plutôt favorable ou plutôt défavorable en matière sécuritaire ? Vous connaissez tous la réponse. Elle est étayée par tous les chiffres du monde. Vous avez par exemple 26% d'étrangers en prison, alors qu'il n'y a que 10% d'étrangers en France. Donc rien que ce chiffre clôt le débat. Vous avez tous les chiffres qui ont été donnés, notamment par le préfet de police de Paris et par la préfète de la région Rhône-Alpes sur la délinquance dans les transports en commun, où vous avez une surreprésentation de 60 à parfois 90% d'étrangers dans les délits commis. Bref, vous pouvez prendre toutes les grandes catégories, et notamment violentes, d'infractions, et vous vous rendez compte que vous avez un coefficient multiplicateur qui concerne les personnes qui sont étrangères. Ça, mesdames et messieurs, c'est un fait objectif. Je le pose là. Deuxième question,
est-ce que l'immigration est favorable, neutre, défavorable en matière sociale, c'est-à-dire le coût? Alors là, vous avez déjà des gens qui vont vous brandir des études en disant on a une étude de l'OCDE ou de je ne sais plus qui, d'ailleurs j'ai un trou, mais peu importe, qui dit que l'immigration apporte un solde positif de 10 ou 15 milliards d'euros à la France. Alors quand j'ai vu ça, j'avoue que bon, c'était publié par Libération, ce qui était quand même un signe d'alerte réel. Mais j'ai quand même regardé et on se rend compte que cette étude ne prend en compte que, 1, l'immigration légale et 2, que la contribution au produit intérieur brut de gens qui sont en France depuis plus d'1 an. Donc c'est un double biais. Donc cette étude n'est évidemment pas suffisante pour répondre à la question. Et en réalité, pour répondre à la question, il faut prendre l'immigration légale et illégale. Et il faut prendre le nombre, il faut prendre l'accès aux droits sociaux, etc. Et quand on regarde, on voit qu'en France, les premières entrées en France, les visas premières entrées en France représentent depuis 2 ou 3 ans l'équivalent de la ville de Toulouse, c'est-à-dire 500 000 personnes. Les gens qui sont renvoyés dans leur pays, c'est 20 000, donc 500 000, 20 000. Donc là, le problème commence à apparaître de façon mathématique. Et surtout, vous vous rendez compte que si vous prenez l'ensemble des gens qui sont en situation irrégulière, donc des clandestins, non, pardon, erreur de vocabulaire. Irrégulière, ça implique les clandestins, les gens qui sont rentrés de façon illicite, et tous les gens qui étaient en situation licite, mais qui ne le sont plus, les visas qui ont expiré, et les demandes d'asile rejetées. Si vous prenez la masse de tous ces gens, par définition, on ne peut pas les compter, puisqu'ils sont dans une zone grise qui n'est plus rattachée à l'administration, eh bien, on peut rapporter leur nombre gris, qu'on estime ici ou là, selon les sources, entre 600 000 et 2 millions. À mon avis, on est plutôt plus proche de 2 millions que de 600 000. 600 000, c'est Gérald Darmanin qui l'avait dit quand il était ministre de l'Intérieur, et 2 millions, c'est Éric Ciotti. Mais on est quelque part par là, et chaque jour qui passe, un peu plus. Mais surtout, quand vous rapprochez ça au nombre de gens qui sont renvoyés dans leur pays, donc 20 000, vous vous rendez bien compte que le système ne fonctionne pas et qu'il y a un appel d'air, puisque les gens qui veulent venir en France savent que, pour faire court, tu entres en France, tu restes en France. Donc ça, c'est un deuxième problème. Le troisième problème, c'est un problème culturel. Est-ce que l'immigration est neutre, positive ou négative en matière de conséquences culturelles? On a un petit problème en Europe, et même dans le monde occidental, et en tout cas en France, qui s'appelle l'islamisme. Alors l'islamisme, quand je dis petit problème, c'est évidemment tristement ironique, parce qu'en réalité, on a un problème civilisationnel absolument majeur. Pourquoi? Parce que tous les grands penseurs islamistes, que ce soit les frères musulmans ou les salafistes, et je sais que vous avez demain matin un exposé dont je sais qu'il est passionnant, de Florence Bergeau-Blaclair. Non seulement je suis son amie, mais j'ai le plaisir de l'avoir au comité stratégique de mon centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Donc on se connaît très bien. Je ne vais pas vous en parler ce soir parce que je vais être trop long et que de toute façon, elle le fera de façon beaucoup plus complète. Mais la réalité qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'islamisme est entré dans une logique de conquête qui est totalement théorisée et documentée. Ce n'est pas du fantasme, c'est une réalité moultement étayée. Et que cette logique de conquête, elle fonctionne sur un mécanisme qui consiste à désintégrer, c'est-à-dire à casser l'intégration des populations qui, génération après génération, sont entrées en Europe et en particulier en France, par un cycle qui est le cycle de provocation, port du voile dans un conseil municipal, etc., films diffusés, victimisation ensuite avec des associations qui sont préparées à l'action avec les réseaux sociaux, etc., etc. Et on se rend d'ailleurs souvent compte, quelques semaines après, que le truc était complètement monté, que la caméra était déjà prête, etc. Donc, ce sont des méthodes de déstabilisation à des fins de conquête. Et à mes yeux, la terrible attaque antisémite, le pogrom du 7 octobre 2023, est un changement de paradigme absolument majeur pour tout l'Occident, bien sûr pour nos amis israéliens, mais pour tout l'Occident, puisque pour la première fois, dans l'inconscient collectif des populations immigrées qui ne nous aiment pas, eh bien, l'Occident a été vaincu là où il apparaissait de façon un peu mythique comme étant imprenable. Israël, ça n'a pas duré longtemps, mais Israël a été à genoux,
Et cette réalité nouvelle a fait ouvrir grand les yeux chez tous les gens qui nous détestent chez nous, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Pour preuve, dès le lendemain, dès le 8 octobre, c'était le déchaînement que vous connaissez d'actes antisémites et de violences, et la désinhibition totale d'un certain nombre de pourritures qui sont sur notre territoire national et qui sont soit de nationalité étrangère du sud de la Méditerranée, soit binationaux, soit des enfants ou des petits-enfants de gens qui sont venus en France, se sont intégrés et ont joué le jeu, mais qui, eux, eh bien, ont été rattrapés par cette question de la désintégration. Alors le tableau, mesdames et messieurs, je ne vous le cache pas, il n'est pas très réjouissant. Et comme dirait un poète du IVe siècle avant Jésus-Christ qui s'appelait Catulle, il disait la chose suivante, le bon Catulle, il disait « Encore un peu de patience et tout finira mal ». Pour autant, moi je ne m'y résous pas, et ce que je suis venu vous dire ce soir, c'est que rien n'est impossible. À aucun moment, il ne faut se désespérer. De toutes les situations, la France s'est relevée, y compris de situations plus délicates, même si, à l'époque, il y avait une homogénéité de notre population et de notre société qui est aujourd'hui l'enjeu même de la difficulté dont on parle. Vous le savez peut-être, j'ai depuis quelques années théorisé une manière de reprendre la main que beaucoup m'ont repris, beaucoup m'ont piqué l'expression, mais jusqu'à maintenant, personne ne s'est même approché de sa mise en œuvre, qui est de générer un choc d'autorité. Le choc d'autorité, mesdames et messieurs, ça va passer, il est indispensable. Je vous annonce qu'il aura lieu, soit que nous ayons une majorité courageuse, avec un chef courageux qui assume sa mise en œuvre, soit que nous subissions des événements d'une telle gravité que nous serons contraints d'activer les articles qui font sortir notre champ constitutionnel de son fonctionnement normal, l'article 16, l'article 36 de la Constitution. Mais dans les deux cas, choisis ou subis, nous ne nous en sortirons pas sans reprendre les choses avec une très grande vigueur. À tous ceux qui disent que l'état de droit est en danger à chaque fois qu'on met l'état d'urgence ou à chaque fois qu'un policier interpelle quelqu'un dans la rue, je voudrais rappeler que d'abord, toutes les dispositions qui permettent la dérogation au fonctionnement normal des institutions sont elles-mêmes des dispositions constitutionnelles. C'est juste la façon dont notre état de droit peut se protéger et que donc l'état de droit, oui, il permet un certain nombre de choses qu'il va falloir tôt ou tard que nous utilisions. Et la deuxième chose, c'est que personne, en tout cas pas moi, ne se laissera paralyser et entraver au nom des valeurs pour lesquelles nous nous défendons. Ces valeurs, mesdames et messieurs, d'autres que nous se sont battus et sont morts pour les protéger, pour les transmettre, et il n'est pas question que nous soyons la génération qui laisse tomber le drapeau par terre sans le ramasser. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Le choc d'autorité, sans surprise, va agir sur les trois leviers dont je viens de parler. Mais le tout premier, le plus important, et celui qui va donner le là, c'est simplement, tout bêtement, il n'y a pas besoin de voter un seul texte pour le faire. Celui qui consiste à ce que l'État se réapproprie l'usage de la force légitime. J'entendais tout à l'heure Gali dire on a beaucoup d'intellectuels, de penseurs, de gens, etc. Et il y a peu de gens qui connaissent un peu la vie. Il se trouve que quand j'étais jeune, j'ai été parachutiste d'infanterie de marine, que j'ai fait beaucoup de réserves dans l'armée et puis maintenant dans la gendarmerie, y compris sur le terrain, et que je travaille aux côtés des forces de sécurité intérieure depuis 30 ans. Il se trouve que je me balade partout en France depuis 2 ans avec le CRSI, où je rencontre des gens de toutes conditions et qui ont un point commun. Politiquement, ils viennent d'univers assez éclatés, pas la France insoumise, mais ils ont un point commun. Ils sont exaspérés. Exaspérés. Et je sais maintenant, vous savez,
On doute, plus on devient âgé, plus on doute, etc. Mais il faut quand même être solide sur ses points forts. Et je sais 2 ou 3 choses. Je sais que l'être humain a tendance à être fort avec les faibles et faible avec les forts. Il faut que la police, la gendarmerie, tous les services de l'État qui sont investis par la loi, du devoir de vous protéger, soient soutenus par les autorités politiques, administratives et judiciaires dans l'emploi de la force. Il faut, mesdames et messieurs, que quand 2 petites racailles voient arriver un équipage de police, ils passent de l'état d'esprit actuel qui consiste à les filmer, à les caillasser, à leur dire « vas-y, va, dégage » et que 50 autres viennent les rejoindre et mettre la pression sur les 2 ou 3 policiers qui, du coup, ne peuvent pas rester. Et personne ne peut leur en vouloir. À un état d'esprit qui consiste à se dire « merde, les voilà, je vais encore prendre cher, on se casse ». Et pour tous ceux qui ne courront pas assez vite, à ce qu'ils prennent cher. C'est absolument indispensable. Personne, et en tout cas pas moi, ne préconise qu'on ne respecte plus la loi, la proportionnalité, etc. Mais aujourd'hui, dans l'usage de la force, il faut que vous sachiez que contrairement à ce que les associations d'extrême gauche, les avocats d'extrême gauche, les partis d'extrême gauche vous surrident à longueur de journée en chouinant et en disant « ouin, 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 la police française, elle est violente et elle tue », non seulement ça n'est pas vrai, mais pour chaque action, il y a une limite de force qui est le miroir de la force adverse. Eh bien, sachez que dans l'immense majorité des cas, nos policiers et nos gendarmes se restreignent, c'est-à-dire qu'ils agissent bien en dessous de la barre à laquelle ils auraient droit d'atteindre, par crainte des conséquences notamment judiciaires de leurs actions. Il faut, mesdames et messieurs, que cela cesse. Il faut que les actions qui partent de l'Élysée en passant par Matignon, en allant vers le ministère de l'Intérieur et le garde des Sceaux, et qui descendent respectivement au préfet et au procureur, soient accordées comme un orchestre parfait et que chacun joue sa partition avec un seul but et un seul bruit, protéger les honnêtes gens et punir les méchants. Pour la justice, j'ai plein d'idées. Mais sachez une chose, tous ceux qui vous disent, la preuve... Le président de la République a dit ça. Vous êtes assis. Il a dit, je jure que c'est vrai, la preuve que la justice fonctionne bien, c'est que les prisons sont pleines. Alors hélas, non. Hélas, non. Depuis 15 ans, notre population a à peu près, globalement, 15-20 ans, à peu près pris 10%. Nos places de prison n'ont quasiment pas bougé. Rien que ça, c'est-à-dire hors évolution de la délinquance, le simple ratio de places de prison par habitant nous fait passer dans le dernier tiers des pays européens. Ensuite, si vous regardez la nature de la délinquance, j'en ai parlé tout à l'heure, une délinquance beaucoup plus violente, donc normalement, mécaniquement, il devrait y avoir de ce seul fait, et à population constante, plus de détenus, évidemment, ça n'est pas le cas. Donc, il faut construire des places de prison. Ensuite, il y a une idée que Darmanin a fini par reprendre dans tout ce que j'ai écrit, et je m'en réjouis, parce que personne n'est propriétaire de ces idées, mais ça a pris du temps. En fait, il y en a 2. C'est des peines de prison très courtes pour les primo-délinquants, à cause de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'exemplarité, la frustration, je ne recommence pas, mais je vous y renvoie. Et puis 2, le fait qu'on n'a pas besoin d'un seul type de place de prison. Vous avez des détenus, des gens qui ont commis ce qu'on appelle des atteintes à l'intérêt social, des choses très graves, mais qui méritent d'aller en prison, mais qui ne sont pas pour autant physiquement dangereux pour les autres détenus ou pour les surveillants ou qui risquent de s'évader. Vous prenez un grand délinquant financier à l'extrême limite, vous pourriez le mettre sur un terrain avec une limite là, en disant, ben voilà, après tu prends 3 ans de prison, si tu t'évades, t'en prends le double, et le type, bien sûr, il fera tout pour ne pas s'évader.
Donc, ce n'est pas la peine de le mettre dans une prison qui coûte aussi cher que celle où on met les narcos. Par contre, ça, pour le coup, autre bonne idée, mettre les gens les plus dangereux dans des endroits qui sont des endroits où on les tient, où on limite les communications, etc., c'est évidemment non seulement une bonne idée, mais c'est indispensable. Bref, il y a plein de choses à faire, en matière de procédure aussi, en matière de, par exemple, il faut supprimer les juges de l'application des peines qui ont le droit de défaire ce que le jugement rendu au nom du peuple français a dit, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Sur l'immigration, il y a des choses qu'on peut faire sans changer rien. Ça vous surprend, hein? Nous sommes contraints par le droit européen à accorder des visas au titre du regroupement familial, du travail, de l'accès aux universités et de l'accès aux soins pour les personnes les plus en danger. Ça, c'est le principe. Mais le droit européen, il ne nous dit pas combien. Donc on peut tout à fait, un ministre de l'Intérieur soutenu par son Premier ministre, et je pense à ce niveau-là par le Président, pourrait tout à fait dire, bon, on va travailler une grande réforme de l'immigration, mais en attendant, à partir de lundi matin, on divise par 2, 3, 4, tel et tel et tel et tel visa. On serait complètement dans le clou du droit européen. Il y a tout un tas de ce qu'on appelle des directives, c'est-à-dire des textes européens qu'on transpose, c'est des termes un peu juridiques, mais qui veut dire que c'est le droit européen qu'on applique en droit français, où le droit européen nous donne un cadre, mais il laisse chaque État choisir sa place dans le cadre, sévère, pas sévère. Mesdames et messieurs, à chaque fois, on fait des transpositions, ce qu'on appelle à minima. C'est-à-dire que les plus favorables aux étrangers en situation irrégulière. C'est un truc de dingue. On se saborde soi-même. Ensuite, je voudrais vous dire un mot, je n'allais pas venir ici sans vous dire un mot, de la façon dont je pense qu'on peut améliorer significativement, je n'aurais pas l'outrecuidance de dire régler, mais améliorer significativement les relations avec les pays du Sud, notamment pour obtenir plus d'exécution des fameuses obligations de quitter le territoire. Et ça concerne un certain nombre de pays, dont l'Algérie. Moi, je crois, mesdames et messieurs, pareil, parce que je connais la vie, je crois que dans la vie, il y a des moments où il faut faire des négos de bonne foi en étant cool et tout, et des moments où il faut faire des négos qu'au rugby, puisqu'on est en terre de rugby, on appellerait dans une ambiance virile mais correcte. Qu'est-ce que c'est qu'une ambiance virile mais correcte? C'est-à-dire qu'on commence par tordre le bras, et ensuite on commence à discuter. Les dirigeants des pays qui refusent de prendre les OQTF, quand on leur dit on va vous baisser vos visas étudiants, pardon de le dire comme ça, ils n'en ont rien à foutre. Par contre, si on leur dit ok, on va publier une interdiction d'entrée sur le territoire pour tous les gens qui sont de votre famille perso, vos amis, vos maîtresses c'est compliqué, etc. Là, on personnalise le truc. Un jour, un conseiller du gouvernement m'a dit, on parlait de ça il n'y a pas longtemps, il m'a dit mais ça va casser notre politique africaine. Mais mes amis, la politique africaine, elle est en morceaux. Qu'est-ce qu'on peut casser plus? Ça nous amène à la question qui dépasse très largement les OQTF, des relations. Les relations avec les pays du Sud, elles sont indispensables. C'est démagogique de dire qu'il faut fermer toute l'immigration et ne pas dépenser 1 euro au développement pour les pays les plus défavorisés. C'est complètement idiot, parce que de toute façon, plus il y aura des pertes de contrôle par ces États et une population qui sera attirée par le miroir européen, plus ils viendront. Donc, il faut fermer, il faut verrouiller, mais il faut aussi continuer à avoir un dialogue et une aide intelligente, et en faisant gaffe à la corruption, au développement. Mais pour ça, il faut avoir des relations d'égal à égal. Pas condescendantes, comme la France a eu trop souvent avec les pays africains, et pas tremblotantes, comme on a avec nos amis algériens. Alors, nos amis algériens, je voudrais vous en dire un mot. D'abord, j'ai une pensée profonde, je sais que vous l'avez célébré hier soir, pour Boualem Sansal, qui est un ami et qui est lui aussi membre du comité stratégique du CRSI, où il nous manque cruellement. Ce qui arrive à Boualem, c'est absolument insupportable, et plus généralement, ça illustre de façon édifiante la vacuité des stratégies qui sont mises en œuvre depuis des années. On a tout fait. On s'est mis à genoux. On a dit qu'on avait commis un crime contre l'humanité en Algérie.
on s'est flagellé. On a été faire des dépôts de gerbes en Algérie devant des stèles de terroristes qui ont massacré des civils français. On a souri devant les objectifs alors que le chant le plus anti-français était chanté par des gars goguenards, mais comme la visite avait été mal préparée, on n'a pas compris ce qui se passait. On se fait marcher dessus, mesdames et messieurs, comme un paillasson. Un paillasson n'a jamais été respecté par personne. Vous voulez être respecté, vous devez commencer par montrer que vous avez une détermination sans faille, certes une volonté de dialogue, mais que si le dialogue est impossible, eh bien vous passerez à d'autres méthodes. C'est tout ce qu'on n'a pas fait avec l'Algérie. Et la meilleure façon de repartir sur des bases claires avec l'Algérie, c'est de dire « Ok, on fait un reset, la guerre est finie, il faut sortir de ce traumatisme collectif. » Et la seule façon de sortir de ce traumatisme collectif, ce n'est pas d'effacer. Chacun peut honorer ses morts et garder la mémoire. Mais c'est de dire, par contre, pour l'avenir, on fait un reset. Et le reset juridique avec l'Algérie, je sais que vous allez en parler juste après, c'est de dire on remet à zéro. Donc, tout le droit dérogatoire qui n'est dérogatoire et favorable que acquis à la partie algérienne, eh bien on arrête. Et on reconstruit un droit d'égal à égal comme on a avec tous les autres pays du monde. Et du coup, on interdit à l'Algérie de se complaire dans la rente mémorielle. Et nous, on sort d'un discours qui est politiquement exploité par les uns et par les autres, mais de toute façon non maîtrisée. Et ce qu'a dit Gali juste avant, c'est totalement vrai. Pour ça, il faut des gens qui soient à la fois déterminés, avec du bon sens, et je suis absolument certain qu'il y en a des deux côtés de la Méditerranée, et il faut que ces gens puissent s'exprimer des deux côtés de la Méditerranée. Mesdames, Messieurs, le choc d'autorité, ça fait rêver personne. Je sens bien qu'il y en a parmi vous qui aimeraient bien voir ça. J'espère que nous le verrons ensemble. Mais ça n'est pas une politique de long terme. Gouverner un pays, penser l'avenir d'un pays, c'est faire, comme moi j'ai appris quand j'étais dans l'infanterie parachutiste, quand on marchait en tête, être à la fois capable de regarder à 3 mètres devant soi, pour éviter s'il y a des ennemis, mais aussi tout bêtement une racine qui pourrait vous faire tomber, et avoir le regard qui se porte le plus loin possible pour vérifier s'il n'y a pas d'obstacle à 50, 100 ou 150 mètres. Donc vous n'arrêtez pas de passer de l'un à l'autre. Je pense que la vision pour redresser un pays, c'est pareil. On commence par traiter les obstacles immédiats, mais on pense également le temps long. Pour reconstruire notre pays, bien sûr qu'il faut un serrage de vis absolu, puisque je vous l'ai dit au début, la sécurité, c'est le socle sans lequel rien n'est possible. Mais au-delà, il faut reconquérir les âmes et les cœurs. Aujourd'hui, nos ennemis, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, nos ennemis islamistes ne nous respectent pas. Pourquoi ? Parce que nous ne nous respectons pas. Quand nous avons des enfants à qui nous n'expliquons plus les fondamentaux, les règles de base aussi bien biologiques qu'un enfant, c'est toujours un papa et une maman, parce qu'il y a toujours un moment où, voilà. Quelle que soit la façon dont ça se fait, c'est plus compliqué que quand j'étais jeune, mais il y a toujours un moment où papa et maman, même s'ils ne se connaissent pas, même s'ils ne se voient pas, même s'ils ne se touchent pas, mais il y a toujours un moment où ça vient de papa et maman. Donc quand même. Mais bien au-delà, nous ne serons respectables et nous ne redeviendrons aimables que quand nous allons retrouver enfin un minimum d'estime de nous-mêmes. Ernest Renan disait « La France est un héritage de gloire et de regrets. » Il faut, mesdames et messieurs, que nous assumions les regrets. Oui, il y a eu des erreurs. Oui, il y a eu des erreurs. Je vois quelques têtes blanches parmi l'Assemblée, moi le premier. Qui, à l'âge que nous avons, n'a jamais fait d'erreur? Qui, quand il se regarde le soir ou le matin, ne se dit pas parfois « Putain, là, j'ai déconné ». Mais est-ce que pour autant, vous allez aussitôt vous rouler par terre, vous flageller, vous mettre des coups de tête sur la baignoire et finir par rester en boule dans l'édredon? Non. Parce que ces erreurs, elles vous ont construite, elles vous ont façonné. Et l'homme ou la femme que vous êtes quand vous sortez dans la rue, même si un matin, fugacement, vous avez repensé à un moment de votre vie où vous vous êtes dit « j'ai déconné », mais vous savez qu'après, il s'est passé d'autres choses. Et vous savez, la somme des choses dont vous pouvez être fiers que vous avez accomplies, c'est notre gloire, c'est la gloire de la France. Alors il faut assumer nos regrets.
J'ai été interpellé un jour par une jeune fille voilée lors d'un colloque à la Sorbonne. Elle m'a dit, oh, bah, va, monsieur, vous n'avez pas dit que le truc de la guerre d'Algérie, machin. J'ai dit, attendez. Moi, je veux dire, la guerre d'Algérie, moi, j'ai du respect pour mes camarades parachutistes qui l'ont fait, donc là, déjà, j'étais un peu en PLS. Et j'ai dit, mais surtout, c'est plus mon problème. Alors, je lui ai dit un petit peu ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Et j'ai ajouté, j'ai dit maintenant, est-ce que vous êtes contente en France? Est-ce que vous aimez la France? Si oui, vous êtes la bienvenue, mais à une condition, c'est que vous respectez nos lois et, parce que tout le monde parle de la loi, notre mode de vie. Et si vous n'êtes pas contente, mais il n'y a aucun problème. Il y a plein d'avions, plein de bateaux. Vraiment, hein? Et c'est ça qu'il faut assumer. Pour les générations qui viennent, à commencer par les 20 ans qui viennent, qui vont être 20 ans absolument cruciaux, il faut que les jeunes Français, les jeunes étrangers qui vivent en France et qui ont envie de devenir Français, apprennent que de devenir Français, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose dont il faut être fier, c'est quelque chose qui s'inscrit, c'est un parcours de vie qui s'inscrit dans des racines qu'il faut assumer, qui sont des racines gréco-latines, avec une tradition judéo-chrétienne, avec le droit de croire ou de ne pas croire, avec le droit pour toutes les femmes d'être libres et égales, c'est tellement différent dans l'autre culture, avec le droit d'aimer qui l'on veut. Et tout ça, il faut restaurer de la fierté. Un jeune, ça a besoin de fierté. Les islamistes, ils donnent de la fierté. Ils montrent l'Oumma et ils disent aux jeunes, regarde là, les Français, c'est des pornographes, c'est des décadents, des consuméristes, des individualistes, alors que nous avons l'Oumma, le prophète, etc., etc. Eh bien, ok, montrons-leur ce que nous sommes vraiment. Montrons-leur cette gloire française. Qui connaît les héros français chez les moins de 30 ans? Qui apprend encore, moi je suis l'avocat de la famille d'Arnaud Beltrame. Arnaud Beltrame, c'est un héros français. Qui apprend encore Charles Martel, Du Guesclin, Jeanne d'Arc? C'est ça qu'il faut apprendre. Non pas en faisant trop, mais simplement en disant, toi, tu es un petit Français. Voilà ce que tu es. Voilà ton héritage. Voilà ce que tu portes. Voilà ce que tu vas transmettre. Et dit comme ça, il y a moyen de rendre ça passionnant. Et que les épaules se redressent, les mentons se lèvent, les yeux brillent. Et à ce moment-là, tout redeviendra possible. Alors vous allez me dire, ouais mais, vu là où on est, vaste programme. Et oui, vaste programme. Mais vous allez me dire aussi, il faut du courage, hein, parce que là, voilà. Puis moi, avec ce que je dis sur les islamistes, les policiers, les fatwas, tout ça, c'est compliqué. Alors j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah ouais, mais ça c'est bien, t'es courageux, c'est super. Alors on met une grosse tape sur l'épaule, on ne veut pas rester trop longtemps à côté de moi. Et après, les gens ils disent, bon, non, mais moi, t'as vu, le mec c'est bien, mais c'est comme Florence Demain, toujours avec des policiers autour et tout, c'est pas une vie. Ben, c'est peut-être pas une vie, mesdames et messieurs, mais c'est toujours plus une vie. Souvenez-vous que celle de vos ancêtres, nos ancêtres, quand ils étaient dans les tranchées, serrés les uns contre les autres à Verdun, avec le pied dans la boue, transit froid, épaule contre épaule, avec la médaille de Sainte Thérèse dans la main, et qu'ils attendaient le coup de sifflet, allez, dans quoi? 30 secondes? 40 secondes? Et qu'ils savaient que ce coup de sifflet allait les faire sortir de la tranchée, et qu'une minute après, 20, 25, 30% d'entre eux seraient couchés dans la boue et regarderaient le ciel pour toujours. Alors, le coup de sifflet arrivait et ils y allaient. Et ceux qui revenaient repartaient au coup de sifflet d'après. Et ceux qui revenaient repartaient au coup de sifflet d'après. Ils sont là. Parfois, on ne les voit même plus. Dans nos 36 000 communes, à l'ombre du drapeau à côté de la mairie, sur les monuments. Ça m'émeut à chaque fois. Parfois, vous avez des lignées entières de la même famille. Et ceux qui sont revenus, ils ont laissé une part d'eux-mêmes et ils ont transmis, ils ont fait des enfants. Et ces enfants ont fait des enfants. Et ces enfants vous ont fait. Et vous avez fait des enfants. Alors, on va leur dire à eux, là où ils sont, là où ils nous regardent, que ouais, il faut du courage, mais fou là, non. Alors, mesdames et messieurs, dans les années qui viennent, on va ramasser notre drapeau. Et vous allez me dire, voilà, c'est quelque chose d'énorme, ça va être compliqué. Bah oui, ça va être compliqué. Mais moi, j'ai chevillé au corps, chevillé au cœur
et c'est nourri par tous les gens que je rencontre et chez qui je vois la même flamme, une formidable espérance. Et je sais, comme saint Paul, que l'espérance ne déçoit jamais.